Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'un basique d'une base à avoir qui a souvent été délaissée sur le chemin de beaucoup de parcours d'apprentissage de traders en futur. On va parler de ce qu'on appelle de mécanique de prix, de pourquoi le prix bouge, qu'est-ce qui en est à l'origine, quelle action sur le marché a pour conséquence, etc. Ça va être très important puisque c'est une notion, pour essayer de vous la vendre un petit peu, c'est une notion qui va vous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe sur des outils que vous connaissez de nom ou de vue ou les deux, ou que même vous utilisez, vous commencez à utiliser, mais vous comprenez pas encore vraiment ce qui se passe. Vous allez pouvoir comprendre le carnet plus en détail, le time and sales et le fameux footprint. Voilà pour vous vendre un petit peu ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc on va parler de mécanique de prix, c'est-à-dire on va parler de pourquoi le marché bouge, quel ordre en est à l'origine, quelle façon de rentrer en position fait bouger le marché ou non, etc. etc. Alors, je vous ai fait, du coup, j'ai pris donc ces fameux trois outils en exemple et je les ai rangés de façon logique. On va voir ça tout au cours de la vidéo. L'ordre que j'ai choisi n'est pas par hasard. Donc, on va du coup en premier là commencer par le carnet d'ordre. Je vous invite à voir les autres vidéos sur la chaîne sur le carnet d'ordre éventuellement, avant ou après, c'est vous qui voyez. Dans ces vidéos-là, je disais que la raison première du carnet, une des raisons premières du carnet d'exister, c'est de pouvoir voir les ordres en attente. C'est de pouvoir voir où sont positionnés des gens qui souhaitent potentiellement acheter à tel ou tel prix et des personnes qui souhaitent potentiellement vendre à tel ou tel prix. Ces personnes, elles sont positionnées de façon passive. Retenez bien ce terme, je vais l'utiliser 50 fois dans la vidéo. Elles sont positionnées de façon passive puisqu'elles sont en attente. Donc dans le carnet, je le vois dans la colonne bid. Au bid, ça va être les ordres d'achat en attente. Je vais aller un petit peu plus loin, là où ça ne bouge pas trop. On peut voir ici, là, vous voyez, 26 126,50. J'ai 11 acheteurs en attente, du moins 11 contrats. Ça peut être un acheteur avec 11 contrats, ou 11 acheteurs avec un contrat, ou un mélange de quoi que ce soit. Un acheteur avec 5, un deuxième avec 6, 5 plus 6, 11, etc. Peu importe, c'est un mélange de ces combinaisons-là. Alask, ça va être les vendeurs en attente. Je vais un petit peu plus loin, on cherche un gros ordre. Voilà, 26 180, pardon. J'ai 13 vendeurs en attente, ou 13 contrats, une combinaison de, pareil, une combinaison de vendeurs, de plusieurs vendeurs, un seul vendeur, de vendeurs avec plus ou moins de contrats, etc., qui s'additionnent jusqu'à ce total-là. Donc ce sont des acteurs passifs, donc soit des acteurs qui sont des acheteurs passifs, soit des acteurs qui sont des vendeurs passifs. Vous m'excuserez si les mots sont compliqués. Acteurs et acheteurs, c'est différent. Ils sont positionnés de façon passive. C'est purement hypothétique, c'est ce que je disais dans la vidéo sur le carnet. Ils sont en attente. On va faire un petit exemple où ça ne bouge pas. Je vous ai dessiné un carnet. Tout simple. Donc on retrouve mon bid, mon prix, mon ask. Je rappelle, au bid, c'est des acheteurs qui sont en attente. À l'ask, c'est des vendeurs qui sont en attente. Donc là, qu'est-ce que prenons le parallèle comme dans la vidéo sur les carnets, prenons le parallèle de la baguette de pain et de la boulangerie. Alors, bon, on est dans un monde que je souhaite ne jamais connaître, la baguette de pain est à 100 $. Bon, c'est l'exemple, vous m'excuserez. J'ai ici 5 clients potentiels qui veulent acheter une baguette de pain, ou un client qui veut acheter 5 baguettes de pain. Pour terminer le parallèle, ça peut être peu important. Donc je dirais toujours maintenant un client, ce sera plus simple. Ou 5 clients, voilà. Disons 5 clients qui sont positionnés, ils souhaitent acheter une baguette de pain à 100 $. Sauf que les boulangeries ou le boulanger ont calculé qu'avec le prix actuel de la farine, l'électricité pour le four, il faut payer la vendeuse, etc. Bon, le meilleur prix possible qu'il peut faire avant de se ruiner, c'est 101 $. Il a calculé, moi ma baguette de pain, je peux pas la vendre moins de 101 $. Bon, bah là on est dans la merde. J'ai 5 clients qui ont décidé qu'ils avaient le budget de mettre 100 $ dans la baguette, et j'ai 6 boulangers qui ont calculé que vendre la baguette moins chère que 101, ça allait pas être possible. Donc là, je suis dans une situation du carnet d'ordre où j'ai des acheteurs en attente, des vendeurs en attente. Si je reste dans cette situation, évidemment sur le marché, ce n'est pas cette réalité-là, hein, fort heureusement, mais si je reste dans cette situation-là, ça peut rester 10 000 ans comme ça. Il peut ne rien se passer du tout. Puisque lui ou les 5 là ont décidé que c'était 100 $ le budget, et eux, les boulangers, ont décidé que c'était 101, impossible de vendre moins cher. Donc il va falloir quelqu'un qui fait un effort. Imaginons dans ces 5 personnes en attente, je vais vous mettre une petite colonne en plus. Hop.
Euh, hop, voilà. Imaginons, je disais, pardon, dans ces 5 personnes en attente, il y en a un, c'est le repas de famille du dimanche. Il y a la belle-mère, elle a dit moi je viens manger que s'il y a du pain, sinon allez vous faire foutre. Voilà, donc lui il s'est dit ok, bon, si je rentre à la maison sans baguette, je vais me faire engueuler. Allez, tant pis, je mets 1 $ de plus. Je vais aller voir le boulanger que j'aime pas qui la vend 101. Donc ici, ils seront plus que 4, puisqu'il y en a un qui se barre. Et il va aller voir le monsieur, un des 6 monsieur qui vend la baguette à 101. Donc il y en a un des 6 qui va vendre sa baguette, il en restera plus que 5, et on peut enregistrer de façon historique que du coup, il y a eu quelqu'un qui a fait l'effort de venir ici. À l'inverse, ici, vous voyez, il y a une grosse concentration qu'avec le prix de la farine actuelle, à moins d'avoir vraiment un très bon prix comme ces boulangers-là, c'est compliqué de vendre à moins de 104. Donc ils sont 54 positionnés à 54 $. Imaginons sur ces 54, il y a une boulangerie qui a 10 baguettes. C'est la fermeture. Ils ont pas envie de jeter le pain. Donc il y en a 10 baguettes qui s'enlèvent. Donc on passe de 54 à 44. Et ils se disent bon allez tant pis, je casse les prix. Par contre ici j'ai que... Donc on retient, j'en ai enlevé 10. Voilà, je vais le noter ici. Les 10 que j'ai enlevés étaient d'ailleurs hop à 104. On va le mettre ici. Ici par contre j'ai que 4 acheteurs en attente. Donc je peux leur en vendre 4. Donc j'enregistre, j'en aurai vendu 4. Par contre ici on n'aura plus que 0 ou rien. Il n'y a jamais de 0 sur un carnet, c'est juste rien, voilà. J'en avais 10, donc il m'en reste maintenant 6. Bah voilà, ça tombe bien, j'en ai 6, qui est des 6 clients potentiels. Donc bah, je vais pouvoir écouler mes stocks, voilà. Donc j'en ai les 10 baguettes, ça y est, je les ai vendues, il n'y en a plus que 0. Et ici, c'est un 0 ou rien sur un carnet. Maintenant, pour clôturer ce petit parallèle avec la baguette et les boulangeries, euh, ce qu'on vient de faire là, un acheteur qui fait l'effort pour la belle-mère d'acheter la baguette plus chère, ou un boulanger qui veut pas gâcher son pain à la fin de journée, qui fait l'effort d'aller vendre moins cher, c'est une agression. Ils sont rentrés dans la catégorie des acteurs agressifs. Ils ont fait une agression. Tout simple, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre marché, c'est un ordre market. Donc lui qui a acheté une baguette pour la belle-mère, il a fait un buy market, un achat au marché, de quantité de une baguette ou de un contrat. Hein. S'il est là pour acheter du pain ou des contrats futurs, ça le regarde. Et lui, ce boulanger, il a fait une vente agressive, une vente market, une vente au marché, un sell market de 10 baguettes. On va pouvoir du coup classer donc les ordres limites. On va être en anglais, vous le retrouvez plutôt en anglais sur les logiciels et market. Limite, j'ai un compromis qui fait que je suis certain du prix auquel je pourrais acheter ou vendre. Par contre, la notion de temps, c'est... On sait pas. Pourquoi? Lui, regardez, il veut acheter 10 baguettes à 98. Il est sûr de potentiellement acheter 10 baguettes à 98. Ça se trouve, sur les 10 000 prochaines années, on ne reviendra jamais à 98. Mais si on y revient, il est sûr d'acheter sa baguette à 98. Par contre, compromis, le mauvais compromis, enfin le mauvais côté du compromis, c'est qu'il a, ça se trouve, sa baguette, il l'aura que dans 1 heure, que dans 1 semaine, que dans 1 an, que dans 3 siècles, on ne sait pas. À l'inverse, au market, le gros avantage, c'est le temps. Marché, on l'a vu, t'es exécuté quasiment immédiatement ou quasiment immédiatement en fonction des types de marché, mais disons immédiatement pour pas vous embrouiller. C'est l'avantage. Vous avez vu le vendeur qui sacrifie les prix pour se débarrasser de 10 baguettes. Il en a vendu un petit peu à 100, un petit peu à 99. Du coup, le bémol du compromis, vous l'avez compris, c'est le prix. Il n'a pas choisi son prix. Pire, il a même eu une moyenne entre 100 et 99. Il en a vendu un petit peu à 100, un peu plus à 99. Il n'a pas choisi son prix. Par contre, il était sûr de sacrifier les baguettes qu'il voulait pas sacrifier, pardon. Il était sûr justement de ne pas les sacrifier, de pouvoir les vendre maintenant. Au moins, on est sûr que les baguettes, il va pas les jeter. Voilà. Donc, on a un avantage et un inconvénient pour chacun des 2 types d'ordres qu'on utilise au quotidien. Retournons sur le carnet. Bon, bah là, mon exemple, il commence fortement à ressembler à ce que j'ai sur le carnet. Ce que j'ai rajouté là, comme petite colonne ici et ici, c'est ce que j'ai sur MotiveWave, le @bid et @ask. Alors ça s'appelle comme ça sur MotiveWave, on le retrouve plus souvent sous le nom d'inside, je vous le note ici, d'inside print.
Tout simplement, c'est ce qu'on imprime, j'imagine que c'est l'origine du nom, c'est ce qu'on imprime à l'intérieur du carnet. C'est des colonnes qu'on retrouve souvent à côté du prix, là, à l'intérieur des ordres en attente. Donc c'est ce qu'on imprime à l'intérieur du carnet, c'est ce qui se passe réellement. Pourquoi je dis ce qui se passe réellement? Puisque vous l'avez compris, des ordres limites, ça ne mène à rien. Il va rien se passer avec des ordres limites. Comme j'ai dit, ça peut durer 10 000 ans, malheureusement. Donc ce qui se passe réellement, c'est issu des acteurs agressifs. C'est issu de ce qui va se passer avec ces fameux ordres marchés, ces ordres market. Et donc ces ordres market, bon bah ça s'imprime ici, add bid, hop, voilà, c'est marqué, hop, le zoom, pardon. C'est marqué ici, et c'est ce qui va se mettre ici et ici. Petite explication, c'est un truc auquel je ne comprenais rien au début. S'il y a ne serait-ce qu'une personne dans la vidéo qui était dans la même incompréhension que moi, je me disais, mais attends, mais c'est bête comme fonctionnement, il y a forcément une erreur. Je me disais, pourquoi le at bid que je collerai ici à côté de ma colonne bid, il est en rouge sur du bleu. Donc, sous-entendu, de ce côté-là, j'ai des acheteurs, mais j'ai aussi des vendeurs. Je ne comprenais pas, je me disais, non mais attendez, il y a une erreur. Le carnet, il devrait être rangé comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est logique. Évidemment, forcément, quand on débute, ça paraît pas logique, mais c'est souvent nous le problème, malheureusement. Pourquoi c'est rangé comme ça? Puisque ces acheteurs limites, pour qu'ils soient exécutés, il va falloir un vendeur marché. On pourrait peut-être même plus logiquement dire les choses à l'inverse, excusez-moi. Ce vendeur agressif, ce vendeur market, pour qu'il puisse réussir à vendre, il faut qu'on lui trouve un acheteur passif qui était prêt à vendre au prix qu'il avait choisi. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, vous voyez ici, il y a eu une vente market de 4. Ça veut dire qu'ici, il y avait au moins un acheteur limite qui proposait au moins 4 ou plus. S'il y avait moins de 4, le prix va descendre plus bas. S'il y avait au moins 4, ça va bloquer le prix. C'est notamment ce qu'on appelle une absorption. On ne va pas rentrer en détail, mais c'est pour faire un petit saut dans le temps sur un concept que vous avez peut-être déjà souvent entendu sur le carnet ou le footprint, par exemple. Et donc c'est pour ça que du côté, disons, des acheteurs, à la base c'est le côté des acheteurs sur le carnet, hein. C'est le côté où il y a les achats en attente, les acheteurs en attente. C'est pour ça que de ce côté-là, je mets aussi ma colonne avec de couleur rouge. Ce qui sous-entend que du coup, un vendeur marché sous-entend qu'il y a eu forcément un acheteur limite qui a été satisfait. Donc une vente au marché correspond aussi à un achat limite de réellement exécuté. Puisqu'un achat limite n'est rien, il est purement hypothétique tant qu'il n'est qu'un achat limite. Puisque regardez, celui qui est ici avec 10 contrats, il ne contribue à rien, entre guillemets, au volume du marché. Il est juste en train d'attendre. Pardon. On pourrait dire qu'il a le rôle, on peut lui reconnaître qu'il a le rôle de fournir de la liquidité, ce qu'on appelle. Puisque potentiellement, si le marché vient ici et qu'il est encore là, il fournira 10 de liquidité. Pour le moment, c'est le seul bénéfice qu'il apporte au marché. À part ça, il ne sert à rien, entre guillemets, pour l'instant, cet acteur positionné avec 10 contrats. Le vrai mouvement, les héros de cette histoire sont les acteurs agressifs qui utilisent les ordres marchés, et qui font l'effort de ne pas être certains de leur prix d'exécution. C'est grâce à eux que le marché bouge. Regardez. Alors là, on est sur le Nasdaq, ça bouge pas mal, mais on va essayer de trouver un petit moment. Regardez la case qui est coloriée en jaune pâle. Il y a des moments où, on va essayer de trouver un moment. Regardez, ça bouge pas là, 44,75. Vous pourrez faire pause, ça va pas bouger pendant plus longtemps que d'habitude. On pourrait peut-être d'ailleurs aller ici. Pardon, c'est pas comme ça. Regardez, là je suis sur un marché où il y a beaucoup moins d'actions. Je vais même zoomer. Regardez ma case jaune, elle bouge pas. Elle bouge pas. Voilà, donc ça peut durer 10 000 ans comme ça. Et regardez, il va falloir qu'il y ait des agressions. Il va falloir qu'on consomme toute la liquidité ici. Il va falloir qu'il y ait des vendeurs au marché qui consomment tous les acheteurs potentiels ici qui sont positionnés à 117,030. Et pour le moment, le prix ne bougera pas tant qu'il n'y a pas assez de ventes au marché. Ah, regardez, là le prix a entre guillemets bougé puisque la dernière action a eu lieu au tick du dessus, à l'asque du dessus. Ah, là regardez, la liquidité des 0,30, on l'a consommée. Donc si maintenant on va exécuter un petit peu à 0,20,
Le nouveau prix sera 0,20. Le prix se met là où il y a eu la dernière action d'effectuer. D'ailleurs, petit aparté, sur un graphique en bougie que vous connaissez tous, ce prix là que j'ai ici, là, j'ai la petite étiquette avec le trait horizontal, hein, vous connaissez ça tous, il suit la bougie, le corps de la bougie. Ce prix, il est faux. Alors il est faux, je m'entends. C'est pas réellement le vrai prix, parce que le vrai prix, il est... Alors attendez, remettons... hop, effaçons ça, remettons désordre en attente, hop, hop, pour remplir les cases, voilà. Le vrai prix, il est... on va même enlever ça. Enfin, ouais, peu importe. Il est composé d'un meilleur bid, best bid en anglais, et d'un meilleur ask, best ask. Il est consommé, et il est composé, pardon, du meilleur prix auquel on peut vendre. Le meilleur prix auquel on peut vendre, c'est du côté des acheteurs passifs, hein. Rappelez-vous de ce que j'ai dit, de la petite incompréhension que j'avais moi sur le carnet. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Pourquoi le bid, c'est le meilleur prix auquel on peut vendre? Parce que si je décide de vendre, c'est que je vends de façon agressive, donc je vais rencontrer un acheteur passif. Donc le meilleur prix de vente, c'est le côté des acheteurs, mais des acheteurs passifs. À l'inverse, le meilleur prix d'achat, le best ask, le meilleur prix d'achat, c'est là où il y a le vendeur positionné au meilleur prix possible. Elle est là la confusion souvent sur le carnet. Je répète, meilleur prix pour vendre, c'est du côté des acheteurs. Meilleur prix pour acheter, c'est du côté des vendeurs. C'est logique, entre guillemets. Moi, ça me paraissait pas logique au début, c'est le cas de beaucoup, je pense. Mais c'est logique quand on y pense. Si je décide d'acheter, il va bien falloir que je trouve quelqu'un pour me vendre. On vous dit souvent, ah mais t'inquiète pas, le trading c'est facile, le marché c'est facile, ça bouge, c'est la loi de l'offre et la demande. Ok, bon, qu'est-ce que je fais de cette info? Si c'était aussi simple, ça se serait. La loi de l'offre et la demande, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire tout simplement que combien demandent les acheteurs. Donc là, il y en a qui demandent $100, il y en a qui demandent $99, il y en a qui demandent... voilà. Et combien, à quel prix est l'offre. Donc voilà, il y en a 5, enfin, il y a 5 contrats offerts, on s'entend, à 101, il y en a 5 à 102, il y en a 4 à 103, voilà. C'est pour ça que sur le carnet, pour me répéter, c'est pour ça que le rouge est du côté du bleu, hein. Pour résumer de façon très bête, moi c'est comme ça que je le voyais au début, je comprenais pas pourquoi le rouge est du côté du bleu, et c'est pour ça. Bon, retournons sur le Nasdaq. Alors, vous l'avez compris, hein, des ordres limites ne font pas bouger le prix, il ne se passera rien. C'est plus difficile à voir sur le... Tiens, regardez là, 46,25, ça commence à faire 3 secondes, vous pourrez repasser la vidéo. On est resté 2-3 secondes dessus, c'est plus rare sur le Nasdaq, voilà. Parce qu'il n'y a pas eu d'acheteur market pendant une petite fraction, pendant 2-3 secondes. Donc on va passer à l'outil d'après, qui va être très simple puisqu'on l'a tout vu là quasiment. On va passer au time and sales. Time and sales, qu'est-ce que c'est? C'est un vulgaire ticket de caisse qui déroule en permanence et qui me dit ce qui se passe ici. Ou à l'inverse plutôt, ce qui se passe ici. Alors, je vais faire un raccourci qui est complètement faux, hein. C'est absolument faux, mais ça sera plus simple à comprendre. Première étape, j'ai des ordres en attente. Deuxième étape, j'ai des acteurs market qui apparaissent dans mon time and sales. Ces acteurs market, ils vont aller se loger dans les petites cases d'inside print, mon at bid et mon at ask, ils vont se loger ici, là, ici et ici. Et ils vont aller rencontrer, ça va être la deuxième étape, ils vont aller rencontrer, enfin la troisième plutôt, parce que la première c'est des personnes qui se positionnent en attente. La deuxième, des acteurs market qui apparaissent dans le time and sales, qui vont en troisième étape se ranger dans le carnet d'ordre, ici, et rencontrer enfin des acteurs passifs en ordre limite pour que les acteurs agressifs puissent recevoir leur dû. Je rappelle, allons voir en bas, lui qui a vendu 6 au marché, il a rencontré un acheteur limite qui était prêt à acheter au moins 6 pour que lui puisse vendre au moins 6. Voilà. Je dis que c'est faux mon exemple parce qu'il n'y a aucune notion de c'est le time and sales qui est en premier et le carnet en deuxième. Évidemment, sur mon logiciel, les ordres arrivent en même temps partout. Il n'y a aucune notion de je vois dans le futur et cet outil-là, il est en retard. Évidemment, tout se fait en direct, mais c'est plus facile à comprendre. Je répète, étape 1, j'ai des positionnements en attente à l'achat, à la vente dans mon carnet. Ça fait qu'à l'étape 2, j'ai des acheteurs ou des vendeurs market, donc des acteurs agressifs, qui vont aller tirer parti de cette étape 1 de personnes qui attendent. Et donc étape 3, ça va se ranger dans mon carnet, et l'un rencontre l'autre, et tout le monde est content.
Le time and sales, c'est tout simplement ça. Regardez, on pourrait faire un exercice. Alors, attendez, je vais faire ça comme ça. Ça va aller un peu vite sur le Nasdaq, mais bon. Regardez, je remets à 0 l'inside print. J'appuie sur espace, on a souvent des raccourcis. Hein, vous m'entendez, sur la barre espace, il y a souvent des raccourcis pour remettre à 0. Regardez, on a imprimé un 1, hop, un 1 ici. Regardez, je remets à 0. Allez, time and sales, on a un 1 en dernier. Regardez, on a eu un nouveau 1. Voilà, ici, ça s'est mis ici, à l'achat. Regardez, on a eu un 2, il s'est mis ici. Alors attendez, j'ai un petit délai. Hop, j'ai un petit délai sur mon time and sell, c'est pour ça que ça apparaît pas en direct. Regardez. Je remets à 0 l'inside print. Allez, 1, 1 et 1. Regardez, on a eu un 1 et un 1. Bon, ça va être dur à suivre hein, sur le time and sell du Nasdaq. Tout va très vite. Mais les outils sont les mêmes. Le time and sell, si vous êtes, sans insulter personne, atteint d'un autisme sévère, vous pouvez retenir dans votre tête absolument tout ce qui se passe et vous dessiner mentalement un carnet. Il y a peut-être quelqu'un sur cette terre qui est capable de faire ça, moi j'en suis pas capable. Je préfère qu'on ait fait pour moi un outil qui me range ça de façon proprement, qui me range proprement ça de façon propre, pardon. Les actions du time and sales, ils me les rangent dans mes petites cases. Il y a des couleurs, il y a des chiffres, j'ai une case par prix, c'est beaucoup plus lisible. Là, le time and sales, bon, c'est très sympa avec les bons réglages. Là, j'ai le réglage où j'ai absolument tous les ordres. C'est compliqué d'en avoir une lecture très pertinente dans ce cas de figure-là. Il faudrait le régler de façon plus pertinente, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais le sujet de la vidéo, c'est pour dire que cet outil-là à droite, le time and sales, ou le carnet, l'un me donne rien de plus que l'autre sur ces colonnes-là. C'est les mêmes infos. Les infos du time and sales à droite vont se ranger de façon plus visuelle dans mon inside print. Ça va me permettre d'aller sur le troisième outil, qui est peut-être celui qui vous intéresse tous, parce que c'est peut-être le plus complexe au début. On va parler du footprint. Voilà, ce fameux footprint. Rappelez-vous ici, je vous ai dit, souvent dans les autres logiciels, ça s'appelle voilà, l'inside print. Pardon, j'ai effacé. Hop, hop, hop. Remets-moi mon texte, s'il te plaît. Voilà, ça s'appelle l'inside print. Si on réfléchit, inside print. Ok. Maintenant, je vais vous parler, on a dit, prochaine suite de la vidéo, on va parler du footprint. Tiens, bizarre, ça se ressemble, non? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que le footprint, il y a le mot pied, est-ce que ça serait pas une empreinte de pas de ce qui s'est passé dans l'inside print? Je vous ai dit, l'inside print, ça se remet à 0. Soit via une touche, soit il y a une notion de X millisecondes ou X secondes. Si on revient après quelques secondes, ça se remet à 0. Dans l'inside print. Maintenant, sur mon footprint, est-ce que mon footprint, c'est un outil qui paraît... Hop, attendez, je vais le remettre de façon un peu plus visuelle. C'est un outil pour faire une petite aparté qui... On va pas parler de mode, parce que c'est un outil pertinent, mais qui paraît très compliqué. Regardez, il y a des chiffres partout. Là, je dézoome un petit peu, il y a littéralement des centaines de chiffres sur mon écran. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Ben non. On va démystifier le footprint de façon très simple. Regardez, je vous mets... Hop, on va se mettre sur un graphique en 5 minutes. Regardez, ici j'ai un graphique en 5 minutes, remettons-nous sur le Nasdaq. Voilà. Regardez cette bougie verte là. Il y a une grande bougie verte qui démarre vers les 140 jusqu'à 170, on dirait. Allons sur mon footprint. Regardez ici, je suis sur un footprint 5 minutes. On le voit juste ici. Regardez, là j'ai un élément de footprint qui démarre vers les 140, qui se termine vers les 170. Tiens, bizarre, ça ressemble à ma bougie. En fait, c'est une bougie. C'est l'argument marketing qu'on voit souvent si on vous vend une formation sur le footprint. Le footprint, ça voit dans la bougie. En fait, c'est littéralement cette bougie-là. Ici, je vois précisément ce qui s'est passé à la fois sur le time and sales, qui a été s'imprimé dans mon inside print. Et le footprint, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas pour cracher sur le footprint, hein. Je l'utilise, je l'apprécie. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais le footprint, c'est un vulgaire tableau Excel qui range, certes très bien, mais qui ne fait que ranger ce qui s'est passé dans mon time and sales et ou par extension dans mon inside print. Regardez, faisons un petit exercice. Encore une fois, le même. Hop, hop. Alors on peut faire celui-ci déjà, tout simplement. On va se mettre en 1 minute. Alors, attendez, ça va être un petit peu compliqué. On va attendre d'aller sur un bas ou haut de bougie actuelle. Je vais mettre en pause. Hop, regardez, on arrive sur les bas
Alors, est-ce qu'on va à 60... est-ce qu'on va sous les 68? Regardez, si on arrive à exécuter des ordres à 67, donc vous avez le prix ici. Sur le time and sell, je zoome ici, vous avez le prix ici. Et est-ce que ici, on va réussir à imprimer des ordres à 67? Donc surveillons sur le time and sells. Bon, on n'en a pas, on revient sur les hautes bougies. Je remets en pause, on va attendre que ça se passe. Attendez, nouvelle bougie, regardez. Nouvelle bougie, regardez. On a un 2 là, hop, ça imprime. On arrive sur les bas, regardez, on a un 2. Bon, ça va trop vite, c'est dur à suivre. Je vais vous faire le même exemple sur les bonds, attendez. Voilà, excusez-moi, ce sera beaucoup plus facile plutôt que d'attendre sur le Nasdaq. Regardez, donc là sur mon time and sales, il se passe rien. On voit, ah si ça se passe, regardez, 44, bah c'est à l'étranger là, tout est au même tick. Tous ces vendeurs ont été faits à 7,03, donc tout est rangé ici, à gauche dans mon footprint. On verra la notion de gauche et droite après sur le footprint. Regardez, on va espérer que ça aille sur un autre tick sur les bonds. On est sur le ZB là. On va attendre un petit peu. Alors, nouvelle bougie. Ça continue de vendre. Pour le moment, il n'y a que des vendeurs. On voit sur mon time and sales, j'ai aucune. Regardez. La dernière. J'ai même pas d'achat là depuis que j'ai mis à jour le time and sales. Pour le moment, c'est que des vendeurs. Donc, on va attendre tranquillement. Hop, regardez. J'ai eu des achats là. J'avais mis en pause la vidéo. Regardez, j'ai eu des achats qui ont été se mettre ici. Et on a tellement consommé la liquidité qu'on a imprimé un petit 1 ici. Regardez, sur le carnet. Mettons-nous sur le ZB. Ils ont grappillé toute la liquidité ici. Et donc, à 0,3, vous voyez à 0,3, il n'y a plus de vendeurs en attente. Donc on a été exécuté. Rappelez-vous le boulanger qui se sépare de ses baguettes pour finir l'exécution demandée par l'acheteur agressif, puisque là c'est un acheteur agressif. Son dernier contrat, il a dû aller le chercher au tick du dessus, ce qu'il voulait peut-être pas. Mais bon, il a choisi d'entrer market. Donc hop, attendez, excusez-moi avec le zoom, voilà. Il a choisi d'acheter market, donc il n'a pas choisi son prix. Il y a un de ses contrats qui a été exécuté au-dessus. Voilà, donc le footprint. Bon, c'est difficile de montrer un exemple en direct, ça bouge tellement que c'est parfois, même souvent, un petit peu confus, mais vous aurez compris. C'est comme pour revenir à ce que je disais, c'est un vulgaire tableau Excel qui me range ce qui se passe ici. Remettons-nous sur le Nasdaq, ce qui se passe ici, et ce qui se passe dans Inside Print. Voilà. Pour maintenant dire un petit peu du bien du footprint, je vous ai dit, c'est pas le but de dire du mal, j'apprécie le footprint évidemment. Certes, ce n'est qu'un rangement historique, un vulgaire rangement historique de ce qui se passe sur d'autres outils, donc le footprint n'a littéralement rien inventé sur les chiffres qu'il affiche, c'est les vrais chiffres d'exécution, rien n'est inventé, l'outil n'a rien de révolutionnaire. Là où il est révolutionnaire par contre, c'est qu'il les range de façon très intelligente. Et là où il le fait encore mieux, c'est qu'on peut faire des réglages où, ok, il se passe ça. Quand tu les ranges de telle façon, il se passe ça, tu mets du vert, un vert clair, un vert foncé, un rouge clair, un rouge foncé. Tu mets des chiffres en rose, des chiffres en bleu. Tu m'entoures des cases en jaune. Voilà. Alors à quoi correspond tout ça? Parce que ça, il le fait très bien. C'est là que le footprint était très pertinent. Je vous ai dit, si vous êtes un robot sur le time and sales, vous pouvez faire tout ça dans votre tête potentiellement. Ça va être un petit peu compliqué, surtout sur le Nasdaq. Moi, j'en serais pas capable. Donc, je vais utiliser le carnet et le footprint. On va pas faire un cours sur le footprint, mais pour rester sur ce qui touche aux mécaniques de prix, on va parler de du coup, je disais mes petits chiffres. Hop, je zoome, mes petits chiffres en rose et en bleu. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez peut-être déjà, c'est ce qu'on appelle des imbalances. Imbalance, qu'est-ce que c'est? C'est un déséquilibre en gros, si on peut traduire ça en français. Je ne sais pas si c'est la traduction correcte, mais c'est un déséquilibre. Vous tenez sur une jambe, vous êtes en déséquilibre, vous êtes en imbalance. Vous n'arrivez pas à vous tenir en balance. Voilà. Vous faites de l'équilibre sur une poutre avec une jambe où il y a de grandes chances que vous soyez en imbalance. Donc ces chiffres roses et bleus, vous allez vite comprendre mon parallèle. En bleu, retenez, j'ai du 400%, imbalance pour cent, 400, c'est colorié en bleu. Ensuite en rose, imbalance 2, 1000%, pardon, colorié en rose. Je vous explique de suite ce que ça veut dire. Retenez bien sur le carnet cette notion du coup de best bid, best ask. C'est forcément diagonal. Ça ne peut pas se rencontrer puisque s'il y avait en permanence... Si on était en permanence à un prix où les acheteurs et les vendeurs sont d'accord, la liquidité serait consommée instantanément. Et il faudrait fournir des milliers et des milliers de contrats à la milliseconde en permanence pour que les deux se rencontrent. Ce n'est pas possible. Mécaniquement, c'est impossible que le bid et le ask se rencontrent. C'est pour ça que je vous disais que le prix sur un graphique classique en bougie, il est un peu faux, parce que le vrai prix, c'est composé d'un bid et d'un ask. C'est pour cette raison-là. Et donc, regardez. Reprenons un petit peu vite fait le parallèle du pain. Je veux acheter du pain. J'ai deux solutions, on le sait maintenant.
Il y a 4 catégories. Acheteur passif, acheteur agressif, vendeur passif, vendeur agressif. En l'occurrence, je veux acheter du pain, donc je suis dans la catégorie du vendeur. Chez les vendeurs, on sait, du coup, j'ai 2 choix. Je peux être un vendeur passif, un vendeur agressif. Il faut choisir la pilule bleue, la pilule rouge. Donc, vendeur passif, je me positionne ici. On sera 7. Ok, première option. Je suis pas sûr d'avoir mon pain tout de suite. On avait 6, pardon. Deuxième option, je deviens agressif. J'achète. Donc, les 5 ici qui sont en attente, je vais les rencontrer. Je lui en prends un. Il en restera 4. Donc, mon choix, il se traduit par un choix en diagonale. Je peux décider d'acheter mon pain de façon passive et attendre ici, ou à la diagonale du dessus, décider de l'acheter de façon agressive. Retenez bien, j'ai une diagonale entre ici et ici, entre le best bid et le best ask. Meilleur prix d'achat passif ou de vente agressive, meilleur prix ici d'achat agressif ou de vente passive. Vous m'excuserez, peut-être que dans la vidéo, je me mélangerai les pinceaux. Si vous avez bien suivi, vous reconnaîtrez quand je fais des erreurs. Je suis désolé, j'ai beaucoup de termes qui se ressemblent. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur, vous m'excuserez. Donc retenez bien cette diagonale. Je reviens à mes imbalances. En rose, on avait 1000%. 1000%, ça veut dire quoi? Ça veut dire x10. Hop, on va activer la loupe, regardez. Ici, j'ai pas mal d'imbalances. J'ai du 7. Ensuite, on retient ce concept de diagonale. 7 quoi? 10 fois plus que quoi? Est-ce que c'est 7? C'est 10 fois plus que 0. En l'occurrence, oui. Est-ce que c'est pour ça que ça s'est colorié? Prenons un exemple plus pertinent du coup, il n'y aura pas de doute possible. On va aller sur un marché un peu plus lourd. Je rappelle, notion de marché lourd et léger, allez voir les vidéos sur le carnet. Voilà, allons sur l'IS, ça sera plus pertinent, et remettons-nous d'ailleurs en 5 minutes. On aura un peu plus de volume par bougie. Alors, cherchons une imbalance. Tiens, regardez, parfait. Ici, c'est en rose. Est-ce que c'est en rose parce que 44, c'est 10 fois plus que 71? Bon, là, l'exemple est parfait. Le chiffre est même plus petit. Donc, je vois pas comment ça pourrait être 10 fois plus. Ça, c'est souvent une explication qu'on voit sur le carnet qui est absolument fausse, alors que c'est quelque chose derrière, derrière laquelle beaucoup de personnes se rangent. Donc, en rose, imbalance x 10. Est-ce que 44, c'est 10 fois plus que 71? Non. Par contre, concept de diagonale. Regardez. 44, je pense que c'est 10 fois plus grand que 1. Assez facilement pour le coup. Cet exemple-là, il est vraiment parfait. Pourquoi je le lis en diagonale? Pourquoi est-ce que je vais pas me dire que... Alors attendez. Je désactive la loupe, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà. Pourquoi est-ce que ce 44, je le lis pas avec... Hop, attendez. Avec la diagonale du dessus, comme ça. Pourquoi est-ce que je le lis avec cette diagonale-là? Parce qu'on le sait maintenant, à droite. Qu'est-ce que c'est à droite sur le footprint? C'est la même chose que sur le carnet d'ordre. Pour ça que je vous disais, le footprint n'a rien inventé en soi. À droite sur le footprint, c'est l'ask et le at-ask. Donc c'est mes vendeurs en attente et mes acheteurs agressifs qui vont rencontrer les vendeurs en attente. Donc pourquoi je le compare comme ceci et non pas comme ceci? Parce que c'est du côté des acheteurs. Ce 44, c'est un acheteur agressif. Rappelez-vous, l'acheteur agressif, on lui propose un choix en diagonale. Il aurait pu acheter de façon agressive ici ou acheter de façon limite. Et tiens là, qu'est-ce qu'on retient? Regardez les deux cases sur lesquelles je clique. Est-ce que ça ressemblerait pas à ce que je viens de vous faire avec ce dessin-là? Eh bien oui, regardez. Il aurait pu acheter 44 ans avec un ordre limite. Il se serait retrouvé dans cette case-là, puisqu'il se serait retrouvé sur mon carnet du côté gauche, donc du côté des acheteurs limites et des vendeurs agressifs. Lui, en l'occurrence, on parle d'un acheteur, donc il aurait été du côté des acheteurs passifs, acheteurs limites. Mais non, c'est 44, pour X raisons, ces 44 contrats, il lui fallait maintenant. Et donc, il a fait le choix de la diagonale du dessus. C'est pour ça, je le refais une dernière fois, c'est pour ça que je compare comme ça. Et c'est pour ça que MotiveWave a décidé qu'en effet, il a raison, 44, c'est 10 fois plus que 1, c'est même plus que 10 fois plus, donc c'est 10 fois et plus. 10 fois plus et plus, plutôt, pardon, je vais y arriver. Donc, il me l'a mis en rose. C'est pour ça que je compare en diagonale. Et c'est pour ça que ça a un intérêt. Pourquoi est-ce que je colorie ce chiffre? Ok, c'est colorié parce que c'est en x10, ça j'ai compris, d'accord, on l'a compris. Mais pourquoi ça a un intérêt? Parce que ça me signifie que quelqu'un a fait l'effort de faire le choix, hop, on va sortir du zoom, pardon, a fait l'effort de faire le choix de la diagonale du dessus, qui est le choix de l'ordre market,
qui me fait l'impasse sur le prix, sur la garantie du prix d'exécution. C'est un bel effort. Ça veut dire que quelqu'un est prêt à sacrifier son prix d'exécution pour acheter. Donc en trading, c'est une notion qui nous intéresse, de savoir que quelqu'un était à ce point prêt à acheter, au point de faire l'impasse sur son prix d'exécution, qui sera plus garanti. Ça veut dire que je peux en déduire qu'il y a peut-être une forte volonté qui se dessine, éventuellement. On peut le retrouver. On va pas faire un cours sur le footprint, mais voilà, vous avez une belle série d'imbalances haussières, là, puisque c'est à droite, sur une bougie verte. Bon, voilà, ça veut dire que cette bougie verte, elle est backée par une série d'acheteurs qui ont fait ce fameux effort de faire le choix de la diagonale du dessus. Le choix de la diagonale qui coûte cher, puisque c'est le choix qui fait que mon prix d'exécution n'est pas garanti. C'est ça qui est très important à comprendre, et ce que beaucoup de personnes qui regardent les imbalances ne comprennent pas. Parce que si je me contente de regarder des chiffres de couleur, est-ce que je vais vraiment être capable de me dire, ok, c'est parce qu'il s'est passé ça sur le carnet, c'est parce qu'il s'est passé ça sur le time and sales, et donc je suis vraiment en confiance de me dire, ok, cette imbalance-là, elle n'est pas là pour rien. Psychologiquement, en trading, ça n'a pas du tout le même aspect de se dire, ah, je suis rentré parce qu'il y avait un chiffre colorié en rose, que de se dire, je suis rentré parce que je le sais, il s'est passé ça, sur des mécaniques de prix qui sont universelles sur le Nasdaq, par exemple, ou sur l'IS. Là, on est passé sur l'IS, peu importe l'instrument, disons en futur. Je sais qu'il s'est passé ça, c'est une mécanique de prix qui est réelle, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et je suis en confiance. Et si ça fait partie de votre stratégie de trading, ça va vous permettre de travailler de façon beaucoup plus pertinente. Et psychologiquement, c'est important d'être. Ça va vous mettre à l'aise en fait de comprendre ça. Ça va vous mettre beaucoup plus à l'aise. Et ça va vous permettre de vous dire, ok, j'utilise le footprint, j'utilise le carnet parce que je sais ce qui se passe dessus, je sais quelles informations il y a. Peut-être que maintenant avec cette vidéo, j'imagine qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais vous allez vous dire, ah oui, ok, donc maintenant je sais ce qui se passe sur le footprint. Bah en fait, j'utilisais le footprint un peu par mode ou parce que j'ai vu quelqu'un le faire, mais au final, ça m'intéresse pas, ça m'aide pas dans mon trading, c'est pas un type d'info qui m'aide. Donc hop, le footprint, je le vire, je simplifie mon trading. Il y a moins de chances que ce soit dans ce cas de figure-là, mais c'est possible. Là au moins, vous savez ce qui se passe sur les imbalances sous les yeux. Je ferai d'autres vidéos sur le footprint, évidemment. Mais les imbalances, c'est absolument lié à tous les concepts de mécanique de prix qu'on a vus sur le carnet, sur le time and sales. Je vous invite, si vous n'avez pas bien compris certains passages, à revoir avec les chapitres sur la vidéo des passages précédents. Je crois qu'on a fait le tour. Ce qu'il faudra en retenir, c'est que ce n'est pas une vidéo tuto sur le carnet. J'ai fait d'autres vidéos sur ça. Ce n'est pas une vidéo tuto sur le footprint. À l'heure actuelle, j'en ai pas encore fait de vidéo, mais ça va arriver. Ce n'est encore moins un tuto sur le time and sales. Le but, c'est de comprendre les mécaniques de prix. Gardez bien tout cet exemple sur Excel en tête. Et donc de comprendre les chiffres et les mouvements que je vois sur un carnet, sur un time and sales et sur un footprint. Ou même sur un graphique en bougie. Le truc, c'est que sur un graphique en bougie, c'est plus difficile de montrer de façon imagée ce qui se passe vraiment. Évidemment, l'affichage est tellement simplifié que on nous enlève beaucoup d'informations. C'est l'avantage du graphique en bougie aussi. C'est très simple. Ce qui est simple en trading, c'est souvent très bien. Toutes les personnes qui utilisent un footprint ou un carnet regardent au moins de temps en temps dans la journée un graphique en bougie. Le but n'est pas de tirer sur un outil versus un autre. Pas du tout. Mais maintenant, vous savez du coup ce qui se passe, et vous savez que vous avez compris qu'il s'y passe la même chose, et que le carnet, ce qui se passe à l'intérieur du carnet, ça n'a rien à envier à ce qui se passe à l'intérieur du footprint. Parce que ce qui se passe à l'intérieur du footprint, ça n'a rien à envier au time and sales. Même si visuellement le footprint paraît à des années-lumière du time and sales, c'est la même chose. Le footprint, du coup, je dis pour reprendre mon exemple, c'est un vulgaire tableau Excel. En ignorant bien sûr les petites cases en bas, là, ce qu'on appelle le tableau des totaux évidemment. Mais la base du footprint n'a pas des infos révolutionnaires en soi. Voilà. Et tant mieux pour que je vais conclure là-dessus. Pareil, je reprends ce que je disais, psychologiquement être à l'aise en comprenant tout. Croire en un instrument révolutionnaire, psychologiquement, c'est pas bon non plus en trading. Là, au moins, vous savez que le footprint, ça n'invente rien. Mais vous savez que puisque ça n'invente rien, c'est régi par des mécaniques de prix qui sont universelles sur le marché.
et auquel vous pouvez faire confiance. C'est ça qu'il faut déduire. Le but, c'est pas ah, Antoine a dit que le footprint, c'est juste un tableau Excel un peu de merde, ça sert à rien. Non, non, non. C'est que ce n'est pas un outil magique. C'est juste, on range les ordres on range le volume d'ordre qui est réellement passé de façon très astucieuse. C'est ça la force du footprint. Mais ne croyez pas parce qu'il y a des belles couleurs, parce que vous l'avez vu être utilisé sur Internet, que c'est un truc exceptionnel et qu'il faut vous payer la formation à 10 000 euros qui vous fait rêver sur le footprint. Voilà, c'est le but de la vidéo. Je vous invite du coup, comme j'ai dit, on va conclure là-dessus, à revoir les vidéos sur le carnet, sur le footprint quand je les aurai faites, etc. etc. N'hésitez pas en commentaire si j'ai fait des erreurs, c'est possible, il y a eu beaucoup de termes, je me suis peut-être embrouillé, ou si vous avez des questions en commentaire, ou peut-être mieux d'ailleurs sur Discord en description, c'est encore un sujet complexe, donc peut-être plus facile sur Discord. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, pardon, je suis désolé, c'était un petit peu long. N'hésitez pas à voir ou revoir des passages, il y aura le sommaire avec les chapitres en description. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, à bientôt dans une prochaine vidéo, à plus.